Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Focus ce soir sur les syndicats enseignants qui se préparent pour la rentrée. Certains d'entre eux promettent d'ailleurs une rentrée animée avec une mobilisation dès la semaine prochaine. L'une des raisons de ce mouvement, la réforme des collèges qui divise. On en parlera bien sûr en détail au cours de ce journal, mais tout de suite les autres titres de notre édition. Après la tempête Erika, les équipes de route de Guadeloupe étaient à pied d'œuvre ce matin pour rétablir les deux axes sensibles de notre département. Rentrée politique perturbée chez les Verts, le président du Parti national a claqué la porte. Une situation dénoncée par la Fédération guadeloupéenne. Alors que le conflit s'enlise en Syrie depuis maintenant 4 ans, les habitants sont contraints de fuir leur foyer. IAM a trouvé refuge en Guadeloupe depuis 1 an. Le journal Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, je vous propose tout d'abord de faire un point sur le phénomène Erika dans la Caraïbe. L'île de la Dominique a été particulièrement touchée. Le Premier ministre de l'île a d'ailleurs confirmé aujourd'hui que 12 personnes avaient trouvé la mort. Il a ajouté que ce bilan pourrait être plus lourd. Selon le centre américain d'ouragan, la Dominique a reçu d'ailleurs plus de 300 mm de pluie. Erika qui poursuit aujourd'hui son chemin en direction de Porto Rico où 150 000 foyers ont été privés d'électricité. Erika est actuellement à 70 km au sud-est d'Hispaniola. Elle devrait ensuite toucher la République dominicaine, puis Haïti. Cuba, de son côté, a mis en état d'alerte certaines de ses régions du sud-est, tandis que l'État américain de Floride a déclaré l'état d'urgence pour s'y préparer. Et en Guadeloupe, en tout cas, le bilan d'Erika est beaucoup moins dramatique que sur l'île de la Dominique. Seul point noir qui persistait ce matin encore, la fermeture de la route départementale 6 entre Vieux-Fort et Rivière-Sens. Les équipes de route de Guadeloupe étaient donc mobilisées tôt ce matin pour que tout rentre dans l'ordre. Éric Pommier était également sur place. Ici, sur la route de Rivière-Sens à Gourbert, il reste à peine quelques stigmates d'Erika après quelques heures d'intervention des hommes de route de Guadeloupe. Depuis ce matin, 6 heures, tout un dispositif a été mis en place pour effectuer un travail de déblaiement nécessaire. Hier encore, la route était interdite à la circulation. Dès qu'il pleut, cette route-là, avec la montée de la mer, donc il y a des encombrants qui rentrent sur la chaussée. Et donc nous sommes obligés de la nettoyer à tous les coups parce que ça fait partie de nos missions. Cette départementale 6, située en bordure de mer, est régulièrement agressée par des gravats en tout genre à chaque houle, dû au mauvais temps. De nombreux travaux y ont été effectués au fil des ans. Un solide enrochement permet depuis de minimiser les dégâts. Celui-ci, cette fois, a encore bien résisté aux assauts des vagues, mais un nettoyage de la chaussée s'imposait. Il y avait le tractopelle qui était là, qui a gratté toute la terre qu'il y avait sur le sol. Et puis maintenant, à la main, nous faisons toutes les finitions qu'il y a. C'est pour que la route soit clean, qu'il n'y ait pas de sable, que les voitures ne puissent pas glisser. Ou bien que comme c'est route habituelle, que les cyclistes passent, que les cyclistes ne puissent pas tomber non plus. Vers 11 heures, la circulation était enfin rétablie. Mais une interrogation. Quelles sont les conséquences pour la population de Vieux-Fort quand la route est barrée ? Cet homme tient un petit commerce. La scène de sa petite commune coupée du monde quand la circulation est interrompue, il la connaît bien. C'est pas comme les gens qui vont travailler. Je suis sur place, ça pose problème à tout le monde, parce qu'on est obligé de faire tout le tour. Et puis bon, comme il y a beaucoup d'embouteillages, alors ça pénalise tout le monde. On finit par s'habituer, lance ce vieux fortin qui avoue l'efficacité des effectifs de route de Guadeloupe chaque fois que cette situation se présente. Et de conclure, la zone restera toujours un axe sensible de par sa proximité avec la mer. À Vieux-Fort, tout le monde en est bien conscient, surtout depuis les événements de Marilyn, c'était en 1995. Et autre point sensible dans notre département lorsque nous faisons face à ce type d'intempéries, le gué de Saint-Louis en direction de Matouba, reportage d'Éric Pommier. Les indications sont claires, indiquées sur ce panneau. En cas de mauvais temps, interdiction d'emprunter ce pont inondable en période de forte pluie. Nous sommes sur la RD 30, route de la rivière Saint-Louis sur la commune du Baïf, route réouverte à la circulation après plusieurs fermetures provisoires après les désagréments causés par le très récent phénomène Erika. Ce matin encore, de gros travaux étaient en cours dans cette zone dite à risque. Objectif, renforcer ce pont et son environnement. Pour ce faire, cet engin doit ramener d'importants cailloux pour établir une sorte de plancher qui servira de base de travail. Ce pont est bien connu de la population avoisinante, celle de Grand Matouba par exemple. Non, là où la pluie qui passe dans les ponts là. La pont voiture ne peut pas passer, ni à pied pour moi. Ouais, tout le temps, on ne voit pas ni de l'eau. Il n'est pas dangereux.
Mais là, il y a de l'eau est dangereux. Combien de fois avez-vous de l'eau la montée? Hein, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Depuis la pluie, c'est chimère. Donc il m'a été refait. Oui, oui, c'est refait, puis on refait ça. Quand j'ai refait. Un pont très dangereux. Ouais, là où elle a pu tomber, ça va descendre comme fleuve. Et il n'y a pas ni au bord, ni pour dire à des côtés. On va attendre un fliment là. On va attendre qu'elle descende fort même. En 2012, ce même pont a fait une victime. Une femme à bord de son véhicule, en effet, a tenté un passage forcé alors que la rivière était en crue. Et le gué de Saint-Louis a donc été rouvert en fin de matinée. J-4 avant la rentrée scolaire, dernière ligne droite pour les parents, les élèves, mais aussi les enseignants. Les syndicats préparent eux aussi cette rentrée et certains d'entre eux promettent même une rentrée plutôt agitée. En ligne de mire, la réforme des collèges qui divise. Reportage de Bénédicte Jourdier. Le mois de septembre risque d'être perturbé. Le SNES, FSU, Syndicat national des enseignants de second degré, prévoit une grève dans les prochaines semaines et une manifestation nationale le 4 octobre prochain. C'est véritablement le fond qui nous pose problème, c'est la réalité sur le terrain de cette réforme, c'est-à-dire cette volonté d'autonomie qui va mettre en concurrence les disciplines et par conséquent mettre en concurrence les établissements. Une autonomie que dénonce aussi le SPEG, le syndicat des personnels de la Guadeloupe. La liberté pédagogique de l'enseignant, certes, ne doit pas être remise en cause, selon nous. Elle est vraiment fondamentale pour que l'enseignement et l'éducation puissent avoir un sens dans ce pays, c'est vrai, mais non plus augmenter l'autonomie des établissements, des EPLE. On ne sait pas si ça va nous donner un bon résultat. Parce qu'après, il faudra ensuite décider qu'est-ce qu'on fait à chaque niveau, 6e, 5e, 4e, 3e, qu'est-ce qu'on va mettre dans les programmes de ces différentes classes. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, ça a été quand même, on a entendu cette polémique concernant la suppression de la notion des options. On a mis le créole dans le même panier que les autres options. Les conditions de travail sont aussi au cœur des revendications. Le FSU parle pour la rentrée 2015-2016 de 29 suppressions de postes dans le premier degré et de 34 dans le second degré. Officiellement, c'est à cause des suppressions des diminutions d'élèves, mais on sait très bien que c'est complètement faux. Tous les ans, c'est la même chose. On nous affiche des chiffres au mois de mars, au mois d'avril, en diminution. Et quand on arrive à la rentrée, les élèves sont là. Et à l'arrivée, il faut recréer des postes de précaires, puisqu'on a supprimé des postes de titulaires. Et nous avons quand même 20% d'autodillettrés. Nous avons un taux d'échec en entrant même en première année à l'université qui dépasse les plafonds. Donc nous avons quand même des conditions ici qui ne justifient pas ces suppressions de postes. Mardi, jour de la rentrée, la date de la grève sera communiquée par le SNES. Et à l'approche de la rentrée scolaire, le président de la région et la présidente du conseil départemental ont effectué ce matin une visite conjointe de la cité scolaire du Lamentin, au sein de laquelle sont implantés un lycée et un collège. Le lycée, d'ailleurs, Berthène Juminaire, a bénéficié de 244 631 € de travaux cette année pour l'amélioration du système d'alarme incendie, la restructuration de la salle des professeurs ou encore la construction d'une annexe à la vie scolaire. Des images signées Paul Pillet. Au chapitre politique, rien ne va plus pour le parti Europe Écologie Les Verts. Après François de Rugy, hier, le président du parti national, Vincent Placé, a claqué la porte aujourd'hui. Que pense-t-on de cette situation au sein du parti écologiste guadeloupéen? La réponse avec son secrétaire, Christian Civilisé, interrogé par Bénédicte Jourdier. Les stratégies régionales ne sont pas les stratégies nationales. Au niveau de la région, vous savez que nous sommes dans une alliance avec le Parti socialiste depuis 2010. Nous sommes en discussion avec eux pour la co-conduction de cette alliance, dans la mesure où il nous semble qu'il serait plus profitable pour ce que nous voulons faire, de partir rassemblés que de partir divisés. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, il y aura des régions où forcément il y aura des alliances. Parce que ce sera l'intérêt de la région, et l'intérêt de la région n'est pas forcément l'intérêt du national. Pour ce qui est du national et pour ce qui est des présidentielles, on peut dire que les grandes manœuvres ont commencé. Donc on a un peu peur qu'en présentant un candidat, ça contribue à éliminer le candidat socialiste. Donc le débat, il tourne autour de cela. Est-ce que la présence d'un candidat vert ne va pas faire perdre la présidentielle aux socialistes, ou est-ce qu'il faut quand même y aller et le risque est relativement faible?
Information pratique à présent avec les tours d'eau. Chaque soir dans cette édition, nous vous donnons les coupures programmées par le SIAG. Jusqu'à demain matin, c'est le bourg des Abîmes qui est concerné, notamment Bois-Ripaud, Boivin, Dotemar, Pointe d'Or ou encore Providence. Retour à la normale donc demain en fin de matinée. Et puis samedi, le tour d'eau concerne le bourg de Goyave, également Christophe-Ouest, et puis toute la partie de Gosier-Est, Grande-Ravine, Riviera, Dampierre, Margaillard, Périnette, Dunoyer, Bernard, Pliane, Petit-Havre, Centrebourg, boulevard du Général de Gaulle, ou encore boulevard Amédée Clara. À présent, intéressons-nous quelques minutes à la situation que vivent des millions de Syriens. Depuis maintenant plus de 4 ans, le conflit s'enlise en Syrie, ce qui a contraint la moitié des habitants du pays à fuir leur foyer. Et certains ont trouvé refuge en Guadeloupe. C'est le cas de Iyam. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, il s'est installé à Pointe-à-Pitre. Rencontre avec Paul Pillet. Ce jeune Syrien, originaire de la ville de Homs, a quitté sa ville et laissé sa famille pour fuir un pays en guerre depuis plus de 4 ans. Il décide dans un premier temps de rejoindre un de ses cousins qui vit à Antigua. Après une année de galère, il débarque en Guadeloupe au printemps 2014 et rencontre des compatriotes qui l'aident à trouver du travail. Dans l'une des rues principales de Pointe-à-Pitre, il vend des lunettes et des montres. Ce job lui permet de vivre et d'être loin du conflit syrien. Ma vie à Homs avant la guerre était paisible, mais depuis, c'est devenu compliqué. Chaque jour, la vie est dure et chère, on ne trouve plus à manger. On ne sait jamais quand est-ce qu'une bombe va nous tomber dessus ou pas. La vie à Homs était très difficile. Ce réfugié ne parle que l'arabe et l'anglais et la communication n'est pas toujours évidente. Le plus dur pour moi, c'est la langue. Et sans la langue, tu ne peux pas trouver de travail correct. Donc cela complique ma tâche. J'ai commencé à apprendre le français en parlant avec les gens, mais aussi sur Internet. Et peut-être qu'un jour je parlerai mieux. Autre problème, celui des papiers. Chaque trimestre, il doit quitter son travail et se rendre à Basse-Terre pour faire sa régularisation. J'espère que le gouvernement français va pouvoir nous aider. Le problème, quand nous allons à la préfecture de Basse-Terre, l'administration met un temps fou à nous délivrer le papier qui nous permet d'être en règle. Son plus grand souhait avant tout, que le conflit syrien cesse pour qu'il puisse retrouver sa famille. On va terminer avec l'actualité sportive. Déception aux mondiaux d'athlétisme de Pékin lors de la finale du 110 mètres et aujourd'hui. Les 3 Français engagés, dont le Guadeloupéen Garfield Darien, n'ont pas réussi à remporter de médaille. Le Guadeloupéen est arrivé 8e. Le Martiniquais Dimitri Bascou termine à la 5e place. L'autre Français, Pascal Martineau-Lagarde, est arrivé en 4e place. Et puis toujours en sport, je vous rappelle qu'en judo, tous les regards seront tournés demain vers le Guadeloupéen Teddy Riner. Il va tenter de décrocher aux mondiaux qui se déroulent au Kazakhstan un 8e titre mondial. On croise bien sûr les doigts pour lui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Prévert Mayingo qui d'ailleurs hier vous avait donné le quartet et le tiercé dans le désordre. Vous retrouverez ensuite votre téléfilm Un amour sans limite, tout un programme. Pour l'information locale, vous retrouverez en tout cas demain Nicolas Beaubrun, ce sera dès 19h. Très bonne soirée, excellent week-end et à très bientôt sur Alizé.